Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis très heureux de vous accueillir dans la rotonde des abonnés du Palais Garnier. Dans le contexte inédit que nous connaissons toutes et tous depuis plus d'1 an, j'ai pris mes fonctions de directeur général il y a 9 mois au sein d'une institution fermée au public qui n'a jamais renoncé à maintenir ses missions. Créer est la raison d'être de l'Opéra national de Paris. C'est pourquoi nous avons continué de créer tout en adaptant nos modes de diffusion, confiant que le retrouvaille aura lieu un jour. Je veux remercier ici, de manière solennelle, les mécènes, le public et le personnel de l'Opéra de Paris, ainsi que le ministère de la Culture qui nous soutient. Sans eux, notre résilience aurait été impossible et vaine. J'ai tenu à rendre un hommage particulier au personnel de l'Opéra en demandant à la photographe Emma Birsky de faire intervenir nos salariés dans les visuels de chaque spectacle. Vous pouvez les découvrir dans la brochure et sur le site de l'Opéra où la saison 2021-2022 est à présent révélée. À période exceptionnelle correspond un lancement de saison exceptionnel. Avant de renouer avec vous dans les salles, en respectant les protocoles sanitaires qui seront en vigueur, je vous propose de passer une petite heure ensemble en compagnie d'Aurélie Dupont, la directrice de la danse. Nous allons la rejoindre en passant de cette entrée qui sert à présent à accueillir les visites du Palais Garnier au vestibule. Nous ferons ainsi l'expérience souhaitée par l'architecte Charles Garnier, passer de la relative obscurité et retrouver la lumière, le volume et les couleurs de l'entrée principale. Aurélie, bonjour. Bonjour Alexander. Chère madame, cher monsieur, c'est en effet assez inédit de se retrouver face caméra pour vous présenter la première saison chorégraphique du mandat d'Alexander et je témoigne ici du plaisir que j'ai eu à travailler avec lui à la recherche d'une programmation riche et variée pour la compagnie, mais pour vous, cher public. Avant de découvrir votre saison, parlons de Gustavo Dudamel, le directeur musical de l'Opéra de Paris qui prendra ses fonctions le 1er août prochain et dont nous venons d'annoncer la nomination. C'est une opportunité formidable de bénéficier ainsi de la personnalité et du talent d'un chef d'orchestre aussi accompli et emblématique. Il est porteur d'une vision ouverte sur le rapport entre la musique et la société. Son parcours souligne, comme aucun autre, une volonté de transmission et d'émancipation par la musique. Cette dimension sociale et inclusive sur laquelle je reviendrai est au cœur de mon projet pour l'Opéra de Paris. Gustavo poursuivra le travail musical qui a permis de hisser l'orchestre et le chœur à un niveau exceptionnel. Il dirigera des œuvres du répertoire lyrique, aussi bien français qu'étranger, et de toutes les époques jusqu'à la musique contemporaine. Il dirigera l'orchestre lors de projets symphoniques hors les murs en région et à l'étranger, mais aussi dans nos salles, ainsi qu'en témoigne le concert inaugural de la saison 21-22, une très belle soirée du gala au Palais Garnier, le 22 septembre prochain. Il collaborera également avec vous, Aurélie, et nous le retrouverons en fosse à l'occasion de certaines productions du Ballet de l'Opéra. Je vous propose de l'écouter. It's a new home for me. And I understand this as a beautiful responsibility. It's a commitment, with everything that happens here. Not only in the musical sense, of course, that is my responsibility, but also with everything that happens here is important because I admire and I love this place. If it's a reference, I want to keep, that legacy of the reference and also to build a new path for the future. I think it's a place, one of my favorite places in the world. It inspired me to walk around. So beautiful, so much history, so much information, a lot of tradition, but also at the same time, a part of the tradition is also that, again, that space, to explore and to build new things. We don't have to be afraid to build new things, to evolve. I feel that is something that I see as a potential of being music director here and be part of this wonderful house, that we have also space to evolve. À présent, Aurélie, vous allez nous présenter votre saison et je crois, sans vouloir rien révéler, que vous nous avez réservé
une surprise. Merci Alexander. Je vous propose de vous emmener dans la salle du Palais Garnier et vous dire en préambule combien l'ensemble du ballet est impatient de vous retrouver. La prochaine saison de danse sera inaugurée par le traditionnel gala d'ouverture qui réunit 2 ballets contemporains et une œuvre classique du répertoire. Le spectacle sera précédé du somptueux défilé du ballet qui rassemble l'ensemble de la compagnie et les élèves de l'école de danse et qui sera dirigé par notre nouveau directeur musical, Gustavo Dudamel. Cette soirée exceptionnelle réunit répertoire et création et est un peu, à l'image de la saison tout entière, un équilibre entre le patrimoine qu'il s'agit de maintenir vivant à travers la reprise de grands ballets du répertoire et les commandes qui permettent de continuer à l'enrichir. Compagnie de création, le ballet de l'Opéra se produira dès la rentrée dans une pièce imaginée en 2017 par le chorégraphe suédois Alexander Ekman, Play. C'est un ballet à l'énergie communicative, aux images audacieuses, qui transforme la scène du Palais Garnier en un immense terrain de jeu investi par les danseurs. La musique est interprétée en live avec la présence sur scène de Kalesta Kalidei. Pour poursuivre dans la création, le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte marquera un rendez-vous important de notre rentrée chorégraphique. L'opéra compte déjà à son répertoire plusieurs œuvres de Pierre Lacotte, véritable maître à danser, profondément attaché à notre maison, parmi lesquelles La Sylphide, Paquita ou encore Coppelia. Cette fois-ci, il propose une création d'après le roman éponyme de Stendhal, dont il signe à la fois la chorégraphie, les décors et les costumes. Pour accompagner l'histoire de ce grand ballet narratif, l'ascension du jeune Julien Sorel dans le Paris de la Restauration, il a sélectionné un florilège de musique de Massenet. Je vous propose d'écouter une interview de Pierre Lacotte qui revient sur ce projet réunissant l'ensemble des forces vives de la maison. Le rouge et le noir me fascine. Lorsque je dessine les costumes, lorsque je peins les décors, tout ça me donne une impression de replonger dans mon enfance. Je rentre dans un univers. Dans le rouge et le noir, il y a des caractères tellement différents, tellement d'idées bien établies dans la tête de chaque personnage important et principal, qu'il y a une étude de caractère qui est captivante pour un chorégraphe et un maître de ballet. Chaque personnage a son caractère et tous ces gens se mélangent dans un style de danse différent. Ça représente un geste d'amour, de vouloir donner avant de partir, de quitter ce monde, une autre œuvre complètement, entièrement faite pour l'opéra. C'est un écrin dans lequel on présente un spectacle. Déjà, le public est prêt à recevoir quelque chose et à comprendre qu'un théâtre, c'est quelque chose de magique. Et ce théâtre est magique. Cette saison, j'ai souhaité inviter une chorégraphe israélienne talentueuse qui n'a encore jamais travaillé avec les danseurs du ballet de l'opéra, Sharon Eyal. Elle s'inspire de la partition de Claude Debussy pour réinterpréter une œuvre mythique des ballets russes, L'après-midi d'un faune. Sa création s'inscrit dans une soirée de 3 ballets, avec également le Sacre du printemps de Nijinsky sur la partition percutante de Stravinsky et Rhapsodie de Frédéric Ashton sur une musique du compositeur russe Rachmaninov. Un parfum de Russie traverse cette soirée qui promet d'être haute en couleurs. You know, when I was really, really young, I used to look at all the videos like hours, like a kid that's looking and looking and looking. So it's something that's in me anyway. You know, when I saw it now, I remember it.
Something about this quiet, dramatic feeling, you know, that you don't need to do so much. I'm walking like an animal, so I have to be, to feel, and then I can tell you more about it. Not going to places, and when the place is like that, I'm trying to be different. I'm coming and giving as much as I can from me. So I think I will give as much as I can and go with them, of course. It's coming from inside. Everybody have it. It's just to find it in the right way. J'ai également voulu renouveler l'invitation faite à Hofesh Shechter il y a quelques années et lui proposer de poursuivre son travail avec les danseurs de la compagnie. Il revient pour transmettre 2 de ses chorégraphies. Uprising est une pièce puissante, conçue pour une distribution uniquement masculine, tandis que In Your Rooms entraîne les interprètes dans une chorégraphie électrisante sur une musique signée par Hofesh Shechter et interprétée sur scène. My name is Hofesh Shechter. I'm a choreographer and composer. I am going to restage with the Paris Opera Ballet, Uprising and In Your Rooms. There is always new things that happen, and this is one of the most exciting things for me, especially coming to the Paris Opera Ballet. The dancers are so strong, the personalities are so big and strong. So I'm really curious about what kind of world we will create together. It's always different. Every night a show is different. But of course, when you stage it on different human beings, the emotional matter is different, and what comes out in their expression is different, and how it reverbs for them and how it echoes to the performers, and what's the emotions that they choose to bring out. That's always different and always fascinating. You know, it makes my life interesting. Parmi les autres créations récentes et marquantes qui seront reprises la saison prochaine, je voudrais citer la soirée consacrée à Mats Ek. Elle réunit 3 de ses ballets et témoigne du langage si théâtral du chorégraphe, profond et souvent teinté d'humour. Aux côtés de son mythique Carmen, les danseurs interpréteront le troublant pas de deux, Another Place, et Boléro, sur la partition envoûtante de Ravel, 2 pièces que Mats Ek est venu créer pour l'opéra en 2019. Enfin, avec Body and Soul, 2e création de Crystal Pite pour les danseurs de l'opéra, nous retrouvons l'univers singulier de la chorégraphe. Elle dessine des images fortes et captivantes à travers de grands mouvements d'ensemble qui alternent avec d'intimes pas de deux. La danseuse étoile Ludmila Pagliero et Lydie Vareille, sujet du ballet de l'opéra, ont répété spécialement pour vous un de ces pas de deux pour vous l'offrir ce soir. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Encore. Ses mains bougent sans cesse, touchant son menton, son front, sa poitrine. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Son cou, sa bouche, sa hanche. Droite, gauche, 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 droite. Front, menton, cou, hanche, poitrine, tête. 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 Gauche. Les 2 mains sur les genoux. Figure de Sarek. Tête baissée. Figure 1 se retourne. Bouge les épaules, la tête, les pieds. Se 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 bouge les épaules, la tête,
mains, les pieds, bouge la tête, les 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 mains, les pieds. Reste figurant pour que tout te soit tête à tête. Tête contre poitrine, tête dans les mains, tête au sol. Pause. Aucune des deux ne bouge. Nous nous trouvons à présent dans le studio de répétition Zambelli, au cœur du Palais Garnier. Programmer des œuvres contemporaines permet aux danseurs de s'emparer de langages chorégraphiques nouveaux. Mais le Ballet de l'Opéra est aussi une grande compagnie de répertoire qui plonge ses racines dans le langage académique propre à l'école française et qu'il s'agit de continuer à faire vivre. Créé en 1841 à l'Académie royale de musique, Gisèle sera repris la saison prochaine dans la version remontée par Patrice Barre et Eugène Poliakoff, d'après la chorégraphie originale de Jean Coralie et Jules Perrault. À l'époque de sa création, le ballet marquait l'apogée d'une nouvelle esthétique. Gisèle demeure aujourd'hui encore le ballet romantique par excellence, opposant au monde réel le monde fantastique et féerique de l'acte des Willis. Rudolf Nureyev a profondément marqué l'histoire de notre compagnie en tant qu'interprète, chorégraphe et directeur de la danse. Nous présenterons la saison prochaine 2 de ses productions, remontées d'après les chorégraphies originales de Marius Petipa pour les danseurs de l'opéra. Don Quichotte, vif et coloré, véritable fête de la danse, met en valeur les solistes et le corps de ballet de l'opéra à travers ses ensembles et ses pas de deux virtuoses. La Bayadère, ultime ballet de Rudolf Nureyev, est devenu un incontournable du répertoire avec son majestueux Acte des ombres. À travers ses reprises, l'opéra assure sa mission de transmission auprès des nouvelles générations et réunit sur scène l'ensemble de la compagnie et les élèves de l'école de danse. Enfin, le répertoire néoclassique sera également à l'honneur avec Le Songe d'une nuit d'été, grand ballet narratif de Georges Balanchine, dans de magnifiques décors et costumes imaginés par Christian Lacroix à l'occasion de l'entrée au répertoire en 2017. L'école de danse présentera ses démonstrations annuelles et un spectacle imaginé par Elisabeth Platel autour de 3 œuvres qui témoignent de l'enseignement pluriel de la danse, tel qu'il continue à être pratiqué aujourd'hui: La Somnambule de Georges Balanchine, Variations de Violette Verdi et Symphonie en 3 mouvements de Niels Christ.
Nous voici à présent transportés dans l'atelier sculpture de l'Opéra Bastille, où j'ai le plaisir de vous dévoiler la saison lyrique. Jouer les œuvres créées pour notre maison fait partie d'une de mes priorités et je souhaite continuer à faire vivre ce répertoire. La saison 21-22 reprend plusieurs œuvres lyriques majeures créées pour l'Opéra de Paris, à commencer par Oedipe, qui ouvrira ma première saison à l'Opéra Bastille. Son compositeur, Georges Enesco, celui que l'on surnommait le Mozart du XXe siècle, a profondément marqué le paysage musical. Enfant prodige, violoniste, virtuose, chef d'orchestre, mais aussi pédagogue. Il travailla plus de 20 ans sur ce qui sera son unique opéra. Créé en 1936 au Palais Garnier, l'œuvre n'a pas été reprise depuis et reste aujourd'hui encore trop méconnue en France. Je me réjouis de pouvoir redonner pour la première fois ce monument lyrique profondément humaniste qui résonnera en nous de manière tout à fait particulière, j'en suis sûr. C'est une nouvelle production mise en scène par Wajdi Mouawad et dirigée par Ingo Metzmacher que nous présenterons avec Christopher Maltman dans le rôle-titre. Alors, je m'appelle Wajdi Mouawad. Dans cette aventure, je suis metteur en scène. Je vais mettre en scène donc, l'opéra Oedipe de Georges Enesco. On raconte l'histoire d'un être humain, d'un homme, qui est Oedipe. Dans l'opéra de Enesco, on a toute la vie de Oedipe, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On a l'histoire d'une vie, et la vie d'un être tragique, puisque Oedipe n'aurait pas dû naître. Quand Sophocle va écrire Oedipe, au moment où il l'écrit, la peste sévit à Athènes. Donc il faut imaginer une ville décimée par la peste qui va au théâtre pour entendre une histoire où il est question d'une ville décimée par la peste. Et voici que le roi qui mène l'enquête découvre que c'est lui la faute, c'est lui le meurtrier, c'est le politique. On dépasse le cadre simplement intime ou psychanalytique, on tombe dans quelque chose de plus grand. Ce que Oedipe nous raconte, c'est connais-toi toi-même, mais pas trop vite. Parce que sinon, la violence de la vérité peut être tellement puissante que tu vas te crever les yeux. Depuis sa création en 1669, l'opéra n'a cessé d'être un lieu de création et Paris un foyer artistique pour les compositeurs. C'est dans ce contexte qu'il faut imaginer Gluck arrivant à Paris dès 1770 pour proposer ses services à l'Académie royale de musique. Il y crée Iphigénie en Tauride, une œuvre qui fait date dans l'histoire de la musique française. Elle fit sensation à sa création en 1779 et j'ai souhaité la reprendre dans la mise en scène de Christopher Likowski qui avait aussi fait beaucoup parler d'elle en 2006. Cette production est aujourd'hui devenue un grand classique de l'Opéra de Paris et le rôle d'Iphigénie sera chanté par Nicole Chevalier qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris. Et même si Faust n'a pas été créé à l'Opéra de Paris, ce titre reste tout de même indissociable de l'histoire de la grande boutique. L'œuvre de Gounod entre au répertoire 10 ans après sa création et devient très vite un des opéras les plus joués par la maison. Il atteint sa 1000e représentation dès 1905, sa 2000e durant l'entre-deux-guerres. C'est tout naturellement que nous le reprenons dans la mise en scène de Tobias Kratzer, créée cette année, qui n'est pas sans rappeler le grand spectacle si prisé au XIXe siècle. La production a fait l'objet d'une captation et sera enfin donnée avec du public dans la salle. Elle sera dirigée par Thomas Engelbrock, avec Benjamin Bernheim dans le rôle titre et Angel Blue dans le rôle de Marguerite, qui fait ses débuts à l'opéra. Cette œuvre paraît donc intimement liée à notre maison, comme le sont d'autres à l'affiche l'année prochaine. Platée de Rameau et Alcina de Handel, par exemple. Deux productions qui sont devenues des incontournables, portées par des mises en scène désormais célèbres de Laurent Pelly et Robert Kersen, deux fidèles des lieux. Trois chanteuses de haut vol se partagent l'affiche d'Alcina. Janine de Beek dans le rôle titre qui signe ses débuts à l'opéra
et Gaël Darquez et Sabine de Vielle dans les rôles de Ruggiero et Morgana. Le rôle de Platée qui nous fait rire aux larmes sera chanté par Lawrence Brownlee. Et Julie Fuchs reprend son rôle délirant de la folie, dont nous pouvons tout de suite regarder un extrait. Ici, nous sommes dans l'atelier peinture où sont réalisées les toiles peintes. Le répertoire de l'opéra s'est construit avec le temps et une de nos missions consiste à le maintenir vivant. La saison prochaine englobe les 4 siècles que constitue le genre, de 1642 à 2018. On le dit souvent, Monteverdi est le père de l'opéra. La saison prochaine, l'Académie donnera hors les murs le couronnement de Popée. La jeune génération en résidence à l'opéra se confrontera aux origines de la forme avec Vincent Dumestre à la direction musicale et dans une mise en scène d'Alain Françon. Bonjour, je suis Vincent Dumestre, je dirige le Poème harmonique, je suis luthiste et je suis invité à diriger une très belle et nouvelle production avec l'Académie de l'Opéra de Paris, le couronnement de Popée. C'est une œuvre autour de laquelle flotte un mystère, parce que nous n'avons pas une partition, nous avons plusieurs partitions qui sont d'origine assez différentes, napolitaines, vénitiennes. Et effectivement, pour un jeune chanteur aujourd'hui, je trouve ça absolument passionnant, d'abord de s'immerger dans une des plus belles œuvres italiennes du XVIIe siècle, mais en plus de comprendre tout le répertoire que l'on peut donner finalement à l'Opéra de Paris, en revenant à la source de ce qui a été la naissance d'un genre. Face à ce pilier du répertoire lyrique, je vous propose de venir découvrir pour la première fois en France Fin de partie. Fin de partie est l'unique opéra d'un homme, Jörg Kurtag, qui, toute sa vie, s'est interrogé sur la forme. Après avoir refusé plusieurs fois de composer un opéra, il accepte la commande de la Scala de Milan et, à 92 ans, revient à la pièce de Beckett qu'il avait découverte en 1957. Je souhaite lui trouver une place dans le répertoire de l'Opéra de Paris, car l'œuvre est d'une originalité étonnante et fait la part belle à la langue française. Elle porte en elle une partie de l'histoire de l'avant-garde musicale d'après-guerre et le travail de toute une vie. La production est dirigée par Markus Stenz et la mise en scène signée Pierre Audi. Mon ambition pour l'opéra est aussi de continuer à enrichir son répertoire. C'est pourquoi j'ai souhaité programmer pour la première fois à l'Opéra de Paris
un opéra de Leonard Bernstein. A Quiet Place paraissait une évidence, car elle est non seulement la dernière œuvre du compositeur, mais elle est sûrement celle qui va le plus loin dans la recherche du son et de la forme. Bernstein a beau être qualifié de compositeur américain. Il était souvent de passage en Europe et dirigeait les orchestres européens les plus prestigieux. A Quiet Place est une commande de l'Opéra de Houston, mais aussi de la Scala de Milan. Ce qui est passionnant dans cette œuvre, c'est le mélange des styles. La version que nous présentons l'année prochaine a été créée par Kent Nagano en 2013 et elle sera pour la première fois mise en scène. J'ai confié cette tâche à Krzysztof Warlikowski. Quelque part, Iphigénie et A Quiet Place se retrouvent dans la forme intimiste qu'elles partagent, mais aussi dans leur sujet universel, celui de la famille et ses secrets. Dans cette fresque, Patricia Petitbon incarne Dédé et Gordon Bintner son frère junior. Je m'appelle Kent Nagano et je vais diriger l'opéra de Leonard Bernstein qui s'appelle A Quiet Place. Une nouvelle forme ou structure qu'on trouve en Quiet Place est ce qu'on va peut-être dire est mélodrame, où un texte parlé va être de temps en temps ponctualisé ou illustré avec les petits gestes musicaux. On est en train de réciter un texte ou un dialogue et de temps en temps viennent des interventions musicales pour illustrer les contenus. Ça va être un moment fascinant d'avoir la création de cette version de A Quiet Place, créée au Palais Garnier. Je connais le metteur en scène qui va certainement amener une perspective du 21e siècle à cette œuvre. L'Opéra de Paris va vraiment offrir un vrai moment d'objectivité de voir cette œuvre. La saison prochaine, nous présenterons également Seven Deaths of Maria Callas, un spectacle tout à fait original de Marina Abramovic qui vient bousculer la tradition lyrique. À la croisée du théâtre chanté et de la performance, l'artiste plasticienne s'empare de la figure de la diva. Après l'atelier sculpture et l'atelier peinture, nous voici au cœur du service couture pour vous parler du 19e siècle que j'ai voulu le plus éclectique possible. J'ai cherché à rehausser la figure de Jules Massenet comme l'un des compositeurs les plus influents du 19e siècle aux côtés de Wagner, Verdi et Rossini. La saison prochaine compte 2 de ses opéras, Manon et Cendrillon. Pour la reprise de Manon, j'ai confié le rôle-titre à Aileen Pérez. La direction musicale est-elle confiée à James Gaffigan qui fera ses débuts à l'opéra. Pour Cendrillon, qui n'a jamais été donné ni à Garnier ni à Bastille, j'ai proposé à Mariam Clément de mettre en scène ce chef-d'œuvre fin de siècle et à Carlo Rizzi de le diriger. Le couple mythique de Cendrillon et du prince charmant sera chanté par Tara Heroth et Anna Stefani, 2 chanteuses qui feront leur début dans la maison. Je m'appelle Mariam Clément et je vais mettre en scène Cendrillon de Massenet à l'Opéra de Paris, à Bastille, en 2022. Le début de l'Opéra de Massenet est conforme à ce qu'on connaît du conte et puis aussi assez concret, assez réel. Autant plus on avance dans l'opéra, plus on va vers quelque chose d'abstrait, d'onirique.
On s'est dit avec Julia Hansen qui signe les décors et les costumes, pourquoi ne pas rester dans ce contexte de tournant de siècle. Le merveilleux peut avoir sa part. Un palais, c'est pas forcément un palais 17e ou 18e, c'est l'intérêt du conte. C'est qu'il est ni 17e, ni 18e, ni 19e, ni 20e, ni rien. Il est hors temps. Quand on raconte un conte, on s'adresse à des publics très différents. On s'adresse aux enfants et aux adultes. On rejoint là, je trouve, l'essence de ce qui est pour moi la mise en scène d'opéra, une polysémie constitutive de l'opéra, c'est-à-dire dire des choses de niveaux très différents, à des gens très différents, et arriver à parler à tout le monde et à toucher tout le monde. Et le conte, finalement, c'est ça. Les deux titres de Wagner, également à l'affiche, sont tout autant complémentaires. D'un côté, Le Vaisseau fantôme, une œuvre de jeunesse empreinte de romantisme qui sera portée par une distribution qui rassemble les plus grands chanteurs wagnériens, et de l'autre, Parsifal, ultime chef-d'œuvre du compositeur dont le rôle-titre sera chanté par Simon O'Neill, invité pour la première fois à l'Opéra de Paris. Ils seront dirigés par Hannu Lintu pour Le Vaisseau fantôme et Simon Yang pour Parsifal. Verdi, Rossini et Donizetti seront également présents. Verdi avec Rigoletto dans la mise en scène de Klaus Guth. Pour notre plus grand plaisir, Ludovic Tézier reprend le rôle-titre et Joseph Calleja fera ses débuts à l'Opéra de Paris dans le rôle du Duc. Rossini et Donizetti avec Le Barbier de Séville, production déjantée signée Damiano Micheletto avec Marianne Crebassar dans le rôle de Rosine, et L'Élixir d'amour dans la mise en scène incontournable de Laurent Pelli, portée par une toute nouvelle distribution. Enfin, je suis ravi d'annoncer le grand retour de La Covancina, chef-d'œuvre de Moussorgsky, orchestré par Shostakovich et qui inscrit l'opéra russe dans ce 19e siècle si varié. La production signée André Sherban sera magnifiquement servie, notamment par Anita Raffelishvili dans le rôle de Marfa. Le début du XXe siècle est marqué par Elektra de Richard Strauss, que j'ai choisi de reprendre dans la mise en scène de Robert Kersen et qui sera dirigée par Semyon Bychkov. 3 chanteuses formidables incarneront les 3 rôles principaux. Christine Görke, le rôle d'Elektra, Waltraud Mayer, celui de Clytemnestre, et Elsa van den Hever, celui de Chrysothémis. Elsa van den Hever a d'ailleurs accepté de chanter spécialement pour nous Beim Schlafengehen, l'un des 4 derniers leaders de Strauss. Tag nicht
Nous voici sur la scène de l'Opéra Bastille qui accueillera 2 nouvelles productions de 2 œuvres radicalement différentes et pourtant écrites à 1 an d'intervalle, Wozzeck et Turandot. Wozzeck d'Alban Berg, œuvre emblématique de la modernité musicale et mise en scène par William Kentridge, que nous accueillons pour la première fois à l'Opéra de Paris. À la baguette, Susanna Melki, sur scène, Johann Reuter interprète Wozzeck et Eva-Maria Westbrook, Marie. I am William Kentridge. I'm an artist who lives and works in Johannesburg. The Paris Opera will be presenting my production of Wozzeck. This is an opera which was based on the play Wojciech by Georg Buchner, written in the 1830s. In the play, written in the 1830s, there are sections in which Wozzeck, the soldier, imagines sounds of the heavens exploding, of the earth rumbling under his feet. And these were fantasies in the 1830s, but in the First World War, that become a kind of description of the artillery shells hitting the trenches, of the mines underground exploding. And so there's a way of making literal the metaphors in the drawings and the setting of the play and of the opera in the First World War. Berg's music, which was written during the First World War and just afterwards, has a kind of roughness to it, but is also so located in a very lyrical Viennese musical milieu that even though in the first time you listen to it, the music feels difficult, if it's unfamiliar, the more I've listened to it, the more one understands how vital and essential every single note is. Turandot marquera le retour de Robert Wilson à l'Opéra Bastille et les débuts à l'opéra d'Elena Pankratova dans le rôle titre, aux côtés de Gwyn Hughes-Jones dans le rôle de Calaf. Il s'agira également des débuts de Gustavo Dudamel dans La Fosse en tant que directeur musical. Gustavo Dudamel dirigera également une nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart. Pour la mise en scène, j'ai passé commande à Nisha Jones, qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris. J'ai confié les voix à des maîtres de la musique mozartienne, Peter Mattei dans le rôle du comte et Ildebrando D'Arcangelo dans le rôle de Figaro. 2 chanteuses extrêmement prometteuses dans ce répertoire, Ying Fang et Léa Desandres, feront leur début sur notre scène dans les rôles de Suzanne et Cherubino. Je suis Nisha Jones, je suis metteur en scène pour les Noces de Figaro. Je signe aussi les décors, les costumes et la vidéo. C'est une pièce absolument connue, bien sûr, mais c'est le mélange de Mozart et de Beaumarchais qui fait quelque chose d'extraordinaire. Ça marche comme une horloge, c'est absolument bien fait, c'est incroyablement réglé. Mais à l'autre côté, il y a des moments si authentiques qui touchent, qui nous font souffrir. Ce sont des 2 côtés qui font quelque chose vraiment original et vraiment spécial. Ce qui est vraiment rare dans l'opéra, c'est qu'on a 4 femmes très intéressantes qui sont vraisemblables, qui sont vivantes. C'est quelque chose vraiment rare. Un autre opéra de Mozart, Don Giovanni, transféré de Garnier à Bastille, sera également donné la saison prochaine dans la mise en scène d'Ivo Van Hove. Le XVIIIe siècle s'interrogeait sur la place de la culture dans la société et surtout sur le rôle qu'elle devait prendre dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, la même question ne se pose-t-elle pas, car finalement, l'énigme de la Sphinge à Oedipe, la lettre de Dinah et ses enfants dans A Quiet Place, la prophétie dans Parsifal, la déclaration du commandeur dans Don Giovanni, les paroles de Thespis dans le prologue de Platée, à qui sont-elles adressées, si ce n'est à nous, comme une manière de pouvoir appréhender nos propres vies.
À quoi bon créer sans partage ou sans transmission? La volonté d'ouverture n'est certes pas nouvelle au sein de notre établissement. Mieux partager nos spectacles avec le plus grand nombre et aller à la rencontre de tous les publics répond à ma conviction intime. Avec notre orchestre et son directeur musical, nous irons en tournée à Toulouse en novembre et à Barcelone, puis à Saint-Quentin en Yvelines en février, et nous jouerons également dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Avec le ballet, nous travaillons sur des projets en Asie, mais aussi en France, dès le mois de février 2022. L'Académie développe sa présence en région, notamment à Évian et à Pau, ainsi qu'à Dijon, où seront présentés l'Isola disabitata de Haydn en novembre 2021, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón, puis le couronnement de Popée en mars 2022. Dernier lieu de notre voyage au cœur de l'Opéra Bastille, nous voici au foyer qui ouvre sur une des plus belles vues de Paris. Avec la création il y a quelques mois de la plateforme L'Opéra chez soi, vous avez désormais accès à de nombreux spectacles gratuits ou payants et cette plateforme continuera à s'enrichir de contenus pédagogiques ou documentaires. Et en réponse aux nouvelles attentes du public, nous renforcerons encore le lien avec lui. Une large variété de spectacles sont à découvrir en famille, entre amis ou en classe grâce à la programmation jeune public de l'Académie. Une journée sera consacrée à l'accueil des familles venant pour la première fois à l'opéra autour du ballet La Bayadère en avril 2022. Enfin, nous avons fait évoluer les modalités d'achat de places. Préserver et transmettre est au cœur du projet de notre institution depuis la création des Académies royales de musique et de danse. Nous sommes aujourd'hui les dépositaires d'un patrimoine artistique et architectural, mais aussi de nombreux métiers séculaires qu'il nous appartient de préserver et d'enrichir pour les transmettre aux générations futures. Nous voici maintenant dans l'avant-foyer du Palais Garnier avec Claire Chazal. Bonjour Alexander. Chère Claire, vous êtes la première à avoir répondu à notre initiative pour bâtir un opéra responsable et engagé que nous lançons aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté ? Alors d'abord, l'honneur et le bonheur est pour moi, cher Alexander Neff. J'aime cette maison depuis toujours, j'aime ces danseurs, je pense que c'est la plus grande compagnie au monde, je les connais pour la plupart. Et puis je suis aussi fascinée par les spectacles lyriques que vous offrez, qu'ils sont à la fois amples et audacieux. Donc voilà ce que je trouve ici dans cette maison. Donc je n'ai absolument pas hésité à essayer de vous soutenir. Donc c'est à la fois, encore une fois, un plaisir et un honneur. Je vous en remercie. Alors, Alexander Neff, dites-nous en quoi consiste ce projet Mon Opéra responsable et engagé. C'est une période inédite et difficile que nous vivons et nous avons effectivement souhaité de nous interroger sur qu'est-ce que l'Opéra de Paris aujourd'hui, une institution comme l'Opéra national de Paris aujourd'hui, quelle est la place de l'opéra dans la société, quelles doivent être nos priorités et nos missions. Il s'agit pour nous de dessiner un projet pour l'institution et de définir des directions fortes et concrètes qui guideront notre action pour les prochaines années. Il s'agit de réaffirmer notre engagement à créer, ouvrir à l'institution, préserver et transmettre le patrimoine. C'est un chemin que nous traçons et qui sera jalonné de nouveaux projets
dans les mois et dans les années à venir. Nous ne pourrons le suivre qu'avec la mobilisation des équipes, du public, de nos ambassadeurs et des mécènes de la maison, de tous ceux qui aiment l'opéra, la danse et la musique, mais également de celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, et avec lesquels nous aspirons plus que jamais à initier un dialogue. Il y a de très nombreux projets et qu'il faut financer. Effectivement, nous aimerions demander à chacun et chacune, à la hauteur de ses moyens, de s'engager avec nous en faveur des projets. Ainsi, selon vos affinités, vous pourrez soutenir des projets liés au développement durable, à l'accessibilité, à la création et en suivre l'évolution. C'est un engagement partagé entre nous, nos ambassadeurs, ambassadrices, et notre public. Alors, nous sommes évidemment très fiers d'être ces ambassadeurs de l'Opéra de Paris. Je vous propose, Alexander, de regarder maintenant ensemble le clip qui va vous indiquer évidemment ce que sera l'Opéra de Paris de demain. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation. Aurélie et moi vous remercions de votre écoute. Merci Alexander. Nous vous souhaitons une très belle saison et avons hâte de vous retrouver à Bastille comme à Garnier.